Les titres de l'édition. Présidentielle américaine, Kamala Harris, dans un discours symbolique à la Maison-Blanche, annonce un nouveau chapitre pour l'Amérique tout en attaquant les politiques de Donald Trump. Les détails dans un instant. Et puis, France-Maroc, Emmanuel Macron engage un partenariat stratégique avec le Maroc, soulignant l'importance du Sahara occidental lors de son discours au Parlement marocain. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au journal international de Tchad Info. Avec derrière elle les colonnes illuminées de la Maison-Blanche se détachant dans la nuit, comme une métaphore de cet avenir lumineux qu'elle assure incarner, Kamala Harris a promis mardi d'écrire un nouveau chapitre tout en livrant un sévère réquisitoire contre Donald Trump. À une semaine de l'élection peut-être la plus indécise et la plus tendue de l'histoire des États-Unis, la vice-présidente démocrate a dépeint l'ancien président républicain sous les traits les plus sombres. Un homme instable, obsédé par la vengeance, rongé par le ressentiment et en quête d'un pouvoir sans limite. Tout dans ce discours très attendu était affaire de contexte. Le lieu déjà des dizaines de milliers de personnes, 75 000 selon son équipe de campagne, réunies à Washington où le candidat républicain avait harangué ses partisans le 6 janvier 2021 avant qu'ils ne partent à l'assaut du Capitole pour tenter d'empêcher la certification de l'élection remportée par Joe Biden. Vision optimiste, la rhétorique ensuite. Kamala Harris a essayé de peindre une vision optimiste et apaisée pour la première puissance mondiale, assez grande pour contenir tous nos rêves, assez forte pour résister aux fractures et aux divisions, assez intrépide pour imaginer un avenir plein de promesses. Quand Donald Trump projette une vision noire d'un pays en déclin, selon lui envahi par les migrants, la vice-présidente a lancé « Battons-nous pour ce beau pays » et dans 7 jours, nous avons le pouvoir. Chacun d'entre vous a le pouvoir de tourner la page et d'écrire le prochain chapitre de la plus extraordinaire histoire jamais contée. Ils étaient ainsi des dizaines de milliers devant la Maison-Blanche pour l'un des plus grands rassemblements de la campagne. Parmi ses supporters, il y a Erin, 18 ans. Elle vote pour la première fois et elle apprécie d'être là. C'était vraiment inspirant d'être avec beaucoup d'autres gens. Il y avait beaucoup de jeunes ce soir et ça aussi, c'est inspirant. Et puis, simplement, écouter ce qu'elle a à dire. J'ai grandi dans le coin, dont je suis allé à pas mal de manifs et de choses comme ça. Et c'est vraiment l'un des plus gros événements où j'ai été, racontait-elle. C'est une période qui fait peur. Erin est venue en famille. Avec une élection aussi serrée, sa mère Kim passe par tous les sentiments. La semaine dernière, j'espérais. Cette semaine, je suis nerveuse. La semaine prochaine, on verra bien. J'en sais rien. C'est une période qui fait peur. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Je n'ai pas beaucoup dormi ces 2 dernières semaines. Sa sœur Carole sort plutôt rassurée de ce discours. Cela m'a rendue heureuse d'avoir le choix de Harris parce qu'elle va nous donner ce que nous voulons, pas comme l'autre gars. Car Donald Trump fait peur et tout le long de son discours, Kamala Harris n'a pas cherché à dissiper ce sentiment pour mieux promettre par contraste de se mettre au service de la réconciliation plutôt que de la division. Au deuxième jour de sa visite au Maroc, Emmanuel Macron s'est exprimé à la mi-journée, mardi 29 octobre, au Parlement marocain. Un discours qui a permis au chef de l'État français d'affirmer sa volonté de signer un nouveau cadre stratégique avec le Maroc à l'occasion de la prochaine visite d'État de Mohamed VI en France en 2025 et de donner des gages sur le sujet existentiel du Sahara occidental. Il s'agissait de la question sur laquelle la parole d'Emmanuel Macron était la plus attendue. Le chef de l'État l'a abordée à la fin de son discours lors d'une allocution de 45 minutes. Dans le lieu symbolique du Parlement marocain, il a énoncé ce qu'il avait écrit dans sa lettre au roi Mohamed V le 30 juillet dernier. Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ces mots ont été applaudis debout par les parlementaires marocains. Emmanuel Macron s'est aussi engagé à porter cette position dans les instances internationales et à accompagner le développement de ce territoire à travers des investissements, des initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales, a-t-il déclaré.
Une manière de rendre tangible sa volonté d'écrire avec le Maroc un nouveau livre, selon ses termes, pour offrir au peuple des deux pays prospérité et sécurité. Dans le nouveau livre qu'Emmanuel Macron et Mohamed V ont décidé d'écrire ensemble pour se projeter sur les 25 prochaines années, l'un des principaux chapitres est consacré à l'économie. Ce mardi 29 octobre, face à des chefs d'entreprise français et marocains, Emmanuel Macron a pris des accents émus pour les inviter à remplir les pages qui sont encore blanches. Ces pages concernent notamment les secteurs porteurs susceptibles d'ancrer dans l'avenir le partenariat renforcé entre la France et le Maroc. La transition écologique et énergétique. Le Maroc est un pays à fort potentiel pour les énergies renouvelables, mais aussi le secteur de l'eau. La route de l'eau et le grand projet de dessalement sont ainsi deux révolutions à l'œuvre dans le pays, a estimé le président de la République française. Un important accord pour développer en exclusivité un projet de dessalement d'eau de mer a été signé le même jour entre la société française Veolia et le Maroc. Le président français espère que le Maroc pourra jouer un rôle de plateforme vers les pays du Sahel avec lesquels les relations de la France sont dégradées, mais dont la stabilité reste un enjeu important pour l'État français. Il a en outre plaidé pour des projets de développement pour la jeunesse qui permettra non seulement la stabilité, mais de mettre fin aux routes des trafics et de la misère qui, du golfe de la Guinée à la Libye, sont ceux qui font souffrir le continent africain et le continent européen. Emmanuel Macron a également pointé la nécessité d'une coopération fluide en matière consulaire. Paris attend de Rabat plus de collaboration pour donner les documents nécessaires au renvoi dans leur pays des Marocains sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Pour le chef de l'État, c'est une question de confiance réciproque. Le gouvernement du Ghana a décrété un couvre-feu et a envoyé des troupes militaires et de police dans la ville de Baokou, au nord-est du pays, à la frontière du Burkina Faso et du Togo. Une réponse à des affrontements meurtriers en cours depuis dimanche 27 octobre entre deux clans rivaux. Aucun bilan humain officiel n'a à ce jour été dévoilé après les affrontements dans la ville de Baokou, mais le gouvernement a déploré la perte de nombreuses vies. Il y en aura plus d'une dizaine selon plusieurs médias locaux. Le conflit est provoqué par le retour à Baokou d'un chef traditionnel rival, figure majeure du groupe ethnique des Mapoussi. Al-Hadi Seydou Abgré est revenu à Baokou la semaine dernière après plus d'un an d'exil. Un retour permis par l'annulation du mandat d'arrêt émis à son encontre alors qu'il revendiquait illégalement la chefferie de la ville occupée par un autre groupe, les Kouzassi. C'est ça qui, selon Eliazou Tanko, chercheur et journaliste basé à Tamal, a ravivé les tensions vieilles de plusieurs décennies. Cela fait près de 40 ans que les Mamproussi n'ont pas été les chefs de la région. Le gouvernement reconnaît, lui, le chef Kouzassi. Alors le retour à Baokou d'Al-Hadi Seydou Abgré, perçu comme un chef rival, a déclenché ces nouveaux conflits. Des conflits meurtriers entre Mamproussi et Kouzassi pour le contrôle de la chefferie éclatent sporadiquement à Baokou, surtout depuis 2021. Un empilement de tensions qui, d'après Eliazou Tanko, pourrait faciliter l'installation des djihadistes dans la région. Les forces de sécurité ne peuvent pas, la plupart du temps, patrouiller des villes aux alentours de Baokou pour ces raisons de sécurité. S'ils n'y patrouillent pas, les djihadistes peuvent donc utiliser ces endroits comme passage ou retraite. Selon un rapport de l'ONU publié en février 2023, ces conflits de chefferie et interethniques sont des facteurs majeurs du développement de l'extrémisme et de radicalisation dans les régions nord du Ghana. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a choisi l'Égypte pour effectuer son premier déplacement à l'étranger après sa réélection en septembre dernier. Après 2 jours de visite de travail au Caire, il effectue actuellement une visite d'État de 3 jours au sultanat d'Oman. Dans les deux pays, le chef d'État algérien cherche à consolider les relations bilatérales et à les pousser à un niveau stratégique qui permet à l'Algérie de varier ses partenaires. Avec ses visites diplomatiques chez les pays arabes entamées après sa réélection en septembre, le dirigeant algérien a promis d'encourager les investissements et le développement économique de son pays, se déplaçant à la tête d'une grande délégation.
Lors d'une conférence de presse commune lundi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assuré à son homologue algérien que les sociétés égyptiennes sont prêtes à travailler sur des projets d'infrastructure en Algérie et à construire des nouvelles villes, à l'instar de celles bâties autour du Caire. Des investissements auront lieu également dans le secteur de l'énergie. Selon l'ambassadeur égyptien à Alger, cette visite révèle une dimension stratégique. Redynamiser des relations communes et le partenariat économique est également au cœur de la visite d'État du président algérien à Oman. L'occasion également d'élever cette relation à un niveau stratégique. 8 accords cadres ont été signés dans les domaines de l'enseignement, la formation, l'emploi et l'investissement. Nouer des liens diplomatiques avec d'autres pays, Abdelmajid Tebboune a par ailleurs rencontré les hommes d'affaires algériens installés à Mascate, afin de les encourager à investir dans leur pays d'origine. Alors que la relation franco-algérienne s'étend de plus en plus, Alger cherche aussi à tisser des relations diplomatiques fortes avec d'autres pays, avec qui elle partage la même vision politique des crises actuelles, comme en Libye, au Soudan et en Palestine. Au moment où l'Algérie s'apprête à adopter le plus grand budget de son histoire pour 2025, grâce aux rentes pétrolières, ces pays ambitionnent également d'augmenter ses exportations à 25 milliards de dollars. Il cherche également à renforcer son économie en la diversifiant. La scène politique se réduit de moitié en Guinée-Conakry après une campagne de recensement et d'évaluation des partis politiques du pays. Le gouvernement a annoncé mardi 29 octobre la dissolution ou la suspension de 50% d'entre eux. C'est dans un long rapport de 180 pages que le ministère de l'administration du territoire de Guinée a présenté le bilan de la campagne d'évaluation des partis lancée en juin dernier. Une évaluation que le ministre Ibrahima Khalila Condé justifie comme un assainissement de l'espace politique guinéen. Sur 174 formations évaluées, aucune n'est totalement en règle. Une cinquantaine ont été tout simplement dissoutes. Une autre cinquantaine ont été suspendues à cause d'un agrément non valide, d'une absence des comptes bancaires ou encore d'une direction trop opaque. Il leur reste 3 mois pour se mettre en règle. Kamara Touré Djenabou, coordinatrice de la réforme et de la modernisation de l'état civil et de l'identification au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, a répondu aux médias en précisant ceci. Le résultat final, c'est que pour 53 partis politiques, ce sont des agréments illisibles ou des agréments qui ont des signatures falsifiées des ministres de la République. Vous allez avoir également des partis politiques qui ont été créés depuis 1991 ou 1992 qui n'ont jamais eu de compte bancaire. D'autres qui sont mis sous observation. Cela veut dire que sur les critères d'établissement qu'on a établis, vous avez certains qui ont au moins 70% des points. On les met en observation pour que les 30 points à compléter, ils puissent les compléter dans les 3 mois à venir. Cet ultimatum de 3 mois concerne de nombreux partis dont les principales formations de Guinée, notamment le RPG, l'UFDG et l'UFR pour ne pas avoir tenu de congrès ou pour une absence de preuve de paiement des cotisations entre autres. Elles peuvent poursuivre leurs activités mais doivent impérativement régulariser leur situation dans les 3 mois. Cela n'inquiète pas particulièrement l'Union des forces démocratiques de Guinée, explique le responsable de la communication de l'UFDG Souleymane de Souza Konaté. L'évaluation en soi, nous à l'UFDG, nous l'avons toujours dit, c'est d'ordre normal des choses que le MATD, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, évalue les entités dont il a la charge. C'est à ce titre que nous nous sommes prêtés à l'exercice parce que nous l'avons trouvé légitime. Les partis du président déchu Alpha Condé et des opposants Selou, Alain Diallo et Sidia Touré sont donc sous la menace d'une suspension alors que les 3 leaders sont toujours en exil. La mesure est qualifiée par les opposants au CNRD de subterfuge pour exclure des leaders charismatiques du jeu politique alors qu'une candidature du président de transition Mamadi Doumbouya semble de plus en plus probable. C'est ainsi que s'achève l'édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.